Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zara Issani. Je suis aujourd'hui avec Judith Dorville. Salut Judith. Bonjour Zara. Ça va bien? Ça va bien toi? Très bien. Je suis tellement contente de te recevoir. Les amis, je voulais vous partager Judith aujourd'hui parce que Judith a des perles à vous donner encore une fois. Et en fait, je vais t'amener tout de suite, Judith, sur la grande question. Comment tu as fait pour faire le saut en entrepreneuriat? Premièrement, je me suis rendu compte que les choses ont tellement changé au niveau de l'emploi. On n'est plus à l'époque où on rentrait dans une entreprise pour faire 25 ans, avoir une retraite. Je savais, j'étais consciente et même les profs nous disaient, on n'est pas à cette époque-là. Donc, quelque part, je me disais, mon objectif, c'est d'être autonome financièrement, complètement autonome. Donc, on s'entend que j'ai compris, je me suis questionnée, je me suis dit comment je me voyais dans 10, 15, 20 ans. Et pour moi, comme femme même d'origine haïtienne, comme femme noire, pour moi, c'était essentiel que j'aille vers une autonomie financière. Mais le fait de travailler, ça ne te donnait pas déjà cette autonomie-là? J'ai une autonomie, pas tout à fait, non. Okay. Non, parce que lorsque tu travailles, tu es dans une case aussi. Hein? Donc, et pour moi, je sentais que j'avais besoin de cette liberté-là. Et en plus, c'est clair qu'il y avait un sacrifice à faire. Et moi, j'avais quand même quelqu'un qui m'inspirait énormément. Il y avait Elizabeth Gilbert. J'avais assisté à une conférence qu'elle avait donnée à Montréal l'année passée. Et la question, c'était, oui, tu veux te lancer en entrepreneuriat, mais je n'étais pas encore prête de me lancer dans le vide complètement. C'est-à-dire de tout quitter. Sans filet. Puis on s'entend qu'aujourd'hui, la classe moyenne, on vit quelque chose d'assez difficile, soyons honnêtes. Là. On survit. On ne vit pas, on survit. On travaille, on essaie de payer ce qu'on peut, mais en bout de ligne, on n'a pas ces ailes. Et là, moi, Elizabeth Gilbert, ça a été, attention, tu peux travailler pour assurer quand même tes besoins de base, mais en même temps, il y a un sacrifice à faire, il y a un plus à faire, ce qui veut dire qu'il y a un temps à faire pour pouvoir aller pleinement dans un projet comme l'entrepreneuriat. Donc, c'est le choix que j'ai fait. Et c'est quoi ton produit? En fait, j'ai développé une crème capillaire pour enfants avec un laboratoire. J'ai travaillé. Donc, c'est vraiment pour des cheveux bouclés. Tout simplement, moi-même, j'avais ce besoin. Okay. J'ai 2 enfants avec des cheveux bouclés qui frisent. Et que toi à moi, maintenant. J'ai aussi des amis qui ont des cheveux qui frisent, qui viennent du Lac-Saint-Jean, qui viennent de Québec, il y a des couples mixtes. Donc, ça a toujours été un calvaire. Okay. Comment est-ce qu'on démêle, comment est-ce qu'on défrise les cheveux. Donc, c'est parti d'un besoin c'est parti à d'un toi besoin. D'abord. Ouais. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi cette entreprise-là? Pourquoi cette idée-là? Oui, j'entends qu'il y a un besoin, mais je sens que c'est plus profond que ça. Ce qui est plus profond, c'est que moi-même, j'en ai souffert quand j'étais enfant. Lorsque j'étais enfant, j'ai détesté mes cheveux. Et je voyais que mes propres enfants détestaient leurs cheveux. Et j'avais compris aussi que s'accepter soi-même, on peut s'accepter soi-même, être dans le processus de l'acceptation de soi, mais il faut inclure le bras aussi dans l'acceptation de soi. Il faut inclure aussi ce qu'on est complètement, qui on est complètement. Donc, ça implique les cheveux. Alors, je me rappelle à l'âge de 13 ans, ma mère m'avait fait le cadeau de défriser mes cheveux, d'aller dans un salon de coiffure et je me sentais comme une grande fille. Et un jour, ma fille, à 3 ans, est venue en pleurant chez moi, en revenant de la garderie. Elle voulait avoir les cheveux comme sa petite copine Alice, qui vole dans le vent, qui saute avec elle, Alice a les cheveux châtaîtres, lisses et tout ça. Et moi-même, je lui disais, mais accepte-toi, c'est correct, tes cheveux, je les aime. Et après, elle me regarde, elle me dit, maman, moi, je veux avoir les cheveux comme toi. Et je n'avais pas compris. Et j'étais là, mais on allait mes cheveux. Mais non, à cette époque-là, j'avais les cheveux défrisés. Et c'est observateur, les enfants. Écoute, c'est les plus grands observateurs, ils nous connaissent mieux que nous. Et à ce moment-là, j'ai dit, il y a un problème. J'ai rasé mes cheveux. Mon chum est parti faire une course. Et en revenant, il m'a retrouvé le coco complètement rasé. Okay. Et je lui ai dit, je pense que moi-même, on va le faire ensemble, ce chemin-là. On va le faire ensemble, cette démarche. On va apprendre à s'accepter toutes les deux.
Et c'est comme ça que ça a commencé. Là, je me rappelle, j'avais tout acheté, les produits naturels, des livres. Et aussi, je travaillais, j'étais en études doctorales, donc je travaillais sur la construction identitaire. Et à ce moment-là, j'ai compris à quel point ça allait chercher, on remonte jusqu'à l'aliénation. L'aliénation, on remonte très loin pour comprendre le pourquoi le cheveu était en anglais on dit un issues, mais pourquoi le cheveu était un élément déclencheur et pourquoi il y avait autant d'enjeux qui entouraient le cheveu lui-même, surtout les cheveux bouclés, frisés. Alors c'est là pour moi, je me suis dit, je travaille pour ma pierre tombale. La trace, c'est d'amener les enfants. Qu'est-ce que je vais laisser derrière? Je laisse derrière que les enfants, que les jeunes, jusqu'à un très bas âge, commencent à s'accepter complètement. Et c'est ça ma démarche. C'est beau, c'est beau. Puis, je vais rebondir là-dessus sur l'acceptation parce qu'il y a tellement de questions qui montent en même temps et tu me vois venir avec l'acceptation de l'autre. On est au Québec, les cultures différentes, des religions différentes, des fois... on va mettre une étiquette juste pour l'entrevue d'aujourd'hui. Racisme, des fois du rejet, on ne sait pas pourquoi, il y a de l'incompréhension, il y a de l'inconnu, il y a des manques de communication, il y a beaucoup de choses. En tant que personne, j'en ai vécu aussi. Je me souviens être arrivée au Québec et avoir appelé pour un appartement. Puis comme j'avais l'accent français, on m'avait dit que l'appartement était disponible et 5 minutes après, il était pris, l'appartement. Et bon, bien sûr, je l'avais pris personnellement. Après, aujourd'hui, avec tout ce que je sais, je réalise que c'est la peur de l'autre. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque selon toi pour qu'il y ait ce lien? J'ai l'impression qu'on est là pour faire des ponts, pour créer des ponts entre nos sociétés. Et c'est quoi qui manque à ton avis pour pouvoir créer ce pont-là? Écoute, je pense que le réseau est la chose la plus importante. Puis c'est drôle, je suis allée à une espèce de forum qui parlait de ça. Le réseau. Premièrement, moi, en fait, oui, j'en ai vécu de la discrimination, oui. Et j'ai même, pendant un certain temps, choisi de ne pas le voir. OK? Et quelquefois, ce qui arrivait, c'est que j'arrivais à me fondre tellement que l'autre en face de moi pouvait oublier de quelle origine je pouvais venir. Par contre, un tango, ça se joue à deux. Ça se danse à deux. Puis, je sais pas si la philosophie du tango, il y a une énergie au centre, un partenaire en avant, un partenaire les partenaires sont face à face. Et c'est le partenaire qui fait que la danse se fait, qu'il y a un mouvement qui se fait. Et ça se fait à deux. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si dans mon réseau, je n'ai pas de Québécois, je n'ai pas d'autres personnes venant de d'autres cultures, le pas sera beaucoup plus difficile d'aller à la rencontre de l'autre. Alors, c'est là, pour moi, j'appelle, chez moi, j'ai un conseil qui s'appelle l'ONU pratiquement. Et mes enfants ont des tontons et tatas qui viennent de partout à travers le monde. Alors, asiatiques, africains, français, québécois. Et moi, dans ma vision de voir les choses, c'est que j'ai un arbre généalogique, j'ai coupé des branches et j'ai rajouté d'autres. Disons les vrais mots. Souvent, aujourd'hui, la question est, on est au Québec. Est-ce que les Québécois sont racistes? Moi, je regarderais dans ma propre culture aussi. Je suis d'origine haïtienne. Est-ce que les Haïtiens peuvent être racistes? La question se pose dans les deux sens. De toute façon. Et en même temps, c'est la réponse, elle n'est pas là, la réponse. C'est pas compliqué. Si je n'ai pas accès à l'autre, je peux en avoir peur. Et c'est un phénomène qui est tout à fait, je te dirais, normal. C'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu. On peut en avoir peur. Oui, il peut y avoir des injustices. Oui, il peut y avoir de la discrimination. Je m'arrête même plus à essayer de comprendre le pourquoi du comportement de l'autre. J'y vais plus là. Je me dis, moi, je le ramène à moi. C'est peut-être égoïste, mais je le ramène à moi. Comment est-ce que je peux justement m'ouvrir et avoir accès à l'autre personne? Puis j'ai découvert des choses remarquables. On a été l'année dernière, on a été au Saguenay-Lac-Saint-Jean en famille. Et j'étais extrêmement agréablement surprise. Je me rappelle, je coiffais mes filles d'un gros afro en plein été.
Et j'ai vu des gens se mettre à leur niveau, des Saguenayens se mettre à leur niveau, dire, mais tu sais que tu es jolie. Et en aucun cas, honnêtement, en aucun cas, cette période de temps-là, ça a été, tu es jolie pour une noire. Non, j'en ai pas entendu. Tu es jolie. Mes filles sont sorties de là, ont quitté le Saguenay gonflé à bloc. Il n'y a pas eu de couleur. C'est juste, ça a été, bon, je suis moi. Je suis moi. Et je pense que l'important, c'est d'être soi-même complètement. Puis de ne pas avoir peur d'être soi complètement. Moi, je crois que si tu vis pleinement ce que tu es, si tu es réellement toi-même, tu te montres ton vrai jour, en disant, on n'a pas la barrière de la peur, de la crainte et tout ça, je crois réellement que tu peux attirer et avoir des gens qui seront exactement au même niveau que toi. Oui, définitivement. Donc, les autres qui ont peur, ben, ils vont peut-être s'en écarter. Ça, c'est grave. Mais non, parce qu'après, chacun a son niveau de conscience aussi, chacun a son cheminement à faire aussi. Hein. Oui. Tu as fait le tien, j'ai fait le mien. Enfin, tes filles sont en train de faire le leur. Oui. Et en fait, c'est exactement ça. Et donc, aujourd'hui, si tu avais 3 conseils à donner, ce serait quoi? Premièrement, le conseil numéro 1, c'est d'être soi-même complètement. Premièrement, il y a un pas à faire. Ça veut dire, lorsque tu viens d'arriver dans un endroit, tu es toi-même. Ouais. Oui, tu vas subir. Oui, il va y avoir des embûches, c'est sûr. On a des embûches dans la vie. Tu es toi-même. Tu vas vers l'autre. Tu te présentes tel que tu es. Quelque part, il y a un pont qui se crée. Tu n'es pas là pour convaincre l'autre de qui tu es. Tu es là justement pour profiter de cet échange-là. Puis, s'il y a une ouverture, ben ça fait un contact, ça fait un point de rencontre. Et moi, je crois que ça part de soi. Deuxièmement, je pense que ce qui est important, c'est justement de vivre, tout simplement. De vivre. On a un projet, on fonce. Peu importe qui on est, la couleur. Non, il y a une porte ouverte, tu rentres, tu fonces. Tu rentres, tu fonces. Puis ça va t'ouvrir des portes. Troisièmement, il faut oser. On serait surpris que juste le fait de demander, de s'afficher, de demander ou de dire à l'autre exactement quelles sont nos intentions. On serait vraiment surpris de voir les réactions et les portes qui peuvent s'ouvrir. Et après, bon, on n'est pas dans l'analyse, là. Non, on vit, donc on est dans le moment présent et puis de ce qui se passe. Oui. Ça me fait penser à ton retour de New York. Et je sais pas pourquoi je vais sur ce sujet-là, mais quand tu es revenu, tu sais, quand on va souvent à l'étranger, il y a beaucoup de gens, hein, les vacances s'en viennent cet été, on part à l'étranger, on revient, et il y a toujours une déprime qui s'installe, justement, et pourtant, bon, on va à l'étranger, c'est pas chez nous, hein, en général, on revient et il y a quelque chose qui va pas. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi, à ton avis? Premièrement, à New York, à chaque fois que je reviens de New York, je suis déstabilisée. Je vis une déprime mais complète. Est-ce qu'on appelle ça une descente aux enfers? Moi, je pourrais dire l'enfer, c'est moi-même. Ça a été ça. Ça a été difficile. Ça a été extrêmement difficile parce que à New York, c'est pas l'idéalisme. C'est vraiment... Je fais face à la possibilité. À des possibilités. Je veux dire, sky has no limit. Et ça, on le voit, on le vit. Il n'y a pas de limite. Les gens s'essayent. Les gens s'essayent, que ce soit au niveau du style, au niveau de la façon de se tenir. Premièrement, c'est la diversité fois 3 millions. Je veux dire, la diversité est tellement présente que puis moi, ça m'anime tellement. Donc moi, je pense que j'ai la difficulté avec l'homogénéité de toute façon. Moi. Quand c'est trop homogène, je me sens pas bien. Quand il y a la diversité, que ce soit à tout point de vue, culturel, restauration, possibilités, et c'est ça. Et lorsque je suis revenue, j'avais l'impression qu'il y avait j'avais l'impression d'être revenue où il y avait complètement un décalage. Et que je voyais plus de portes fermées que de portes ouvertes. Et après ça a pris du temps avec de l'aide, justement, avec toi, Zara. On a échangé, on a beaucoup parlé de ça et j'ai compris les possibilités, c'est moi qui peux les créer.
Je peux créer les possibilités. C'est ça. Mais cette richesse-là, en fait, de New York, parce que je comprends maintenant pourquoi je t'ai amené là, tu sais, les possibilités, ces possibilités-là, on les a tous ici. Mais on ne les voit pas forcément, ou on les voit, dès qu'on rentre dans notre routine, boulot, métro, dodo, on est tellement dans le quotidien qu'on oublie quelque part que ces portes-là, ces demandes d'aide-là, que les gens qui nous entourent peuvent être là pour nous. Parce que c'est comme, tu sais, je vois une recherche de créativité, c'est comme si que là-bas, ta créativité a fait pouf, puis, tu sais, comme tu dis, the sky is the limit, forcément, parce que là, il y a tout qui bouge, puis il y a tous tes sensors, j'ai envie de dire, tes 5 sens sont ouverts comme ça, puis là, on revient, puis on se rétracte, et alors qu'en fait, on l'a ça, et cette recherche-là, et je veux l'amener parce que dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la vie, que ce soit peu importe l'endroit, ces 5 sens-là que tu as, tu sais, je les vois comme des antennes radio, là, qui sont en train de capter, là, tu tires le jeu de tout ce que tu... Mais on est capable de l'avoir, parce que tu l'as eu, tu as fini par l'avoir. Oui, mais en fait, je découvre de plus en plus un mot, moi, qui commence à me fasciner, et j'en avais peur avant. C'est l'obsession. La différence, et je côtoie des New-Yorkais qui ont vraiment réussi. J'en connais, j'ai des amis très proches de gens qui ont vraiment réussi. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me distingue entre cette personne-là et moi? Puis, il y a, on va dire, oui, il faut foncer, des mots clichés, il faut foncer, il faut travailler, il faut aller de l'avant. Mais il y a un mot que je n'avais pas intégré, moi, et que j'apprends de plus en plus, il y a le côté, l'obsession. C'est lorsque tu veux quelque chose, parce que souvent on va dire oui, il faut y aller, il faut foncer, lorsque vous voulez quelque chose. Il y a Malcolm Gladwell qui lui a écrit un livre qui parlait des outliers. Et il y a un côté où il disait, si tu n'as pas mis 15 000 heures dans ton projet, tu ne peux pas abandonner, tu ne peux rien dire dessus. Exactement, tu n'as pas été jusqu'au bout. Quelque part, c'est que je crois que c'est un niveau obsessif de ton projet. Ça veut dire que ton projet, il t'anime. Tu ne penses qu'à ça. Tu vois toutes les opportunités qui sont reliées à ton projet. Tu vas les voir parce que tu es focusé là-dessus. Parce que, oui, sois focus, oui, mais quelque part, c'est soit pratiquement obsessif de ton projet. Mais quelle est la différence entre l'obsession puis persévérer et à un moment donné se dire au bout de 5 ans ça rentre toujours pas et puis parce qu'il y en a là, tu sais, il y en a parce que des fois c'est l'angle du projet et c'est de pouvoir sortir, être observateur pour dire ok, de cette manière-là ça fonctionne pas mais je pourrais le repositionner pour telle cible ou le repositionner comme ça ou faire différemment. C'est quoi la limite entre l'obsession, la persévérance? Est-ce que je continue à foncer sur la porte qui est fermée ou est-ce que Comment tu vois ça? Moi, par exemple, là où je commence à me positionner, j'ai lancé une crème capillaire qui t'émêle et qui hydrate les cheveux pour les enfants. Quel est mon objectif? C'est que cette crème fonctionne ou mon autonomie financière et le fait d'amener les enfants à s'aimer complètement. Ce qui veut dire, c'est que ma crème, elle est là. Mais mon objectif, c'est pas la crème. C'est ton pourquoi. C'est mon pourquoi. C'est ma pierre tombale. Ouais. Alors, ce qui veut dire, ce que ça fait, c'est que je vais devoir constamment à réorienter être sûr que le comment. Donc, ça veut dire, est-ce que je vais devoir modifier le logo? Est-ce que c'est la crème seulement? Est-ce que je vais devoir rajouter d'autres produits? Est-ce que je vais devoir peut-être augmenter la quantité? Est-ce que je suis dans le beau canal de distribution? Est-ce que... Donc c'est la remise en question dont tu parles. Même pas, c'est l'ajustement. C'est avoir une mais des fois, là tu as ton pourquoi. Mais il y a des gens qui ne sont même pas sur leur pourquoi. La majorité, ils ont leur produit, ça va marcher, et puis ils se lancent, mais ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Moi, je pense que le pourquoi, c'est important. C'est l'essence. C'est ça l'importance. Ton objectif, c'est d'être bien, c'est d'être vivre. Mon objectif, c'est d'être autonome financièrement. Mon objectif, c'est pas que la crème fonctionne à tout prix. Elle fonctionne, oui, les gens sont très contents. Mon objectif, c'est d'arriver à emmener le plus de jeunes possible à s'aimer. C'est comme un athlète. C'est ça.
Un athlète, son sport, c'est le patinage de vitesse. Son objectif, c'est quoi? C'est de gagner aux Olympiques. Donc, peut-être qu'il va devoir, il a son sport, il va peut-être devoir changer son régime, son entraînement. Ses outils. Son coach. Le coach. Il va devoir peut-être s'entraîner dans un autre pays pour atteindre son objectif qui est de gagner. Donc, c'est ça, pour moi, c'est là où il a fallu que je me rende. C'est ton tuteur, c'est ton tuteur que tu... C'est le sens, pour moi, c'est le sens que je donne à ma vie. Ouais. Et ce qui veut dire, c'est que quelque part, quelquefois, il va falloir, c'est là que ça prend l'ouverture, s'ajuster. Magnifique, magnifique. Merci infiniment, Judith, pour ces beaux mots. Les amis, écoutez, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook à travers soi ou encore abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça va vous aider et ça va vous mettre au courant de tout ce qui s'en vient, toutes les nouvelles vidéos qui seront en ligne. Et puis le site web, vous avez tout, hein. Vous allez avoir tous les liens en bas. N'hésitez pas, sur le site web vous avez des e-books gratuits en tout cas. N'hésitez pas à aller les télécharger. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye!